Bonjour à tous, Critique Ciné ancienne version numéro 7. Avant de commencer, j'aurais voulu vous parler d'un film qui était intéressant, certes, qu'avant on pouvait trouver en streaming ou en DVD, plutôt en streaming pour être honnête, qui se nomme In Your Eyes. C'est un film fantastique avec une histoire complètement improbable, mais ça tenait bien la route. D'ailleurs, on voit sur Allociné que les commentaires étaient plutôt positifs, sauf qu'entre-temps, c'est devenu une production Netflix, pourquoi pas. Donc, bon, déjà, ça limite un petit peu le public. Et que depuis, je sais pas pourquoi, alors que ce film était quand même plutôt bon, que c'était avec Elia Kazan, je crois, enfin une actrice que je connais, en plus que j'apprécie, que physiquement j'apprécie, on va dire. Enfin, c'était un bon film fantastique, mélo-romantique. Il est plus non plus sur Netflix. Donc, il faut vraiment que Netflix pense à ça. Quel est l'intérêt de faire des productions de Netflix? C'est pour les supprimer plus tard. Je pense que c'est une question budgétaire, hein, mais je sais pas comment fonctionne Netflix réellement, mais s'ils enlèvent les films au fur et à mesure, quel est l'intérêt réellement alors que des gens payent? On devrait, il devrait laisser le catalogue tel quel. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce film, il a été connu à une époque, mais ceux qui l'ont loupé, ils l'ont loupé à jamais. Et du coup, ceux qui ont réalisé le film, ils l'ont fait pour rien. Parce qu'il n'est pas en DVD, parce que c'est une production de Netflix. Il est plus sur Netflix, ou en tout cas, moi je ne le trouve pas. Il est plus sur les plateformes de streaming, donc vous avez pris du temps à faire du cinéma, mais votre cinéma est inutile. C'est ce que je perçois du truc, hein. Je connais pas assez Netflix pour dire, mais en tout cas, a priori, moi je le retrouve pas. Et c'est bien une production Netflix. Donc on met de côté In Your Eyes, je ne vous en parlerai pas, tant pis. Et je vais commencer directement avec les films qui sont dans cette présente critique. Le premier film est Alf Nelson. Il est classé en genre dramatique, psychologique, dramatique psychologique. Le second film est Comme des frères, et c'est un film français. Il est classé en genre comédie, psychologique, dramatique. Le troisième film est Metalhead. Il est classé en genre film musical, psychologique, dramatique. Le quatrième film est Un homme à la hauteur, et c'est de nouveau un film français. Il est classé en genre comédie psychologique dramatique. Le cinquième film est Coup de tête. Alors là, c'est un grand classique, mais tout le monde ne le connaît pas, et il n'y a pas assez de monde qui le connaît, donc du coup, j'ai envie d'en parler. Il est classé en genre psychologique, dramatique, comédie. Le sixième film est De battre mon cœur s'est arrêté. Il est classé en genre psychologique, dramatique et quelque part un peu thriller. Le septième film est Effroyable jardin. Il est classé en genre psychologique, dramatique, film de guerre. C'est pas un film de guerre, mais se passe à cette époque. Le huitième film est Max, et c'est de nouveau un film français, parce que Effroyable jardin, c'est un film français. De battre mon cœur s'est arrêté, c'est un film français. Coup de tête, c'est un film français. Et Un homme à la hauteur, c'est un film français. Comme quoi, à une certaine époque, le cinéma français ne se portait pas si mal, et qu'on trouve encore quelques perles quand même. Donc le prochain film est Max, et c'est une comédie pure et simple, une bonne comédie française. Le neuvième film est Le Scaphandre et le Papillon, et c'est de nouveau un film français, biopic, dramatique, psychologique. Et le dixième film est toujours et encore un film français, c'est Un apôtre, et il est classé en genre drame, psychologique, film, spirituel. Merci à vous et à bientôt, à demain. Je me tiens au challenge, c'est devenu un challenge hein, quelque part de faire 10 films par jour. Donc, eh bien, à demain. Merci à vous et à bientôt. Le prochain film est Alf Nelson. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Dan Dunn, joué par Ryan Gosling, qui est un brillant professeur dans un lycée de Brooklyn. C'est un bon pédagogue, il est didactique, ses élèves l'aiment bien. En plus, il travaille avec des jeunes en difficulté, donc c'est un lycée un peu particulier. Cependant, si c'est un bon prof, si même sa direction l'apprécie, dans sa vie privée, c'est davantage compliqué. On peut même dire que c'est complètement le bordel, puisque Dan souffre d'une forme de dépression qu'il cache dans la drogue, et donc il est accro au crack. Et un jour, alors qu'il sort des cours, l'une de ses élèves va le surprendre en train de fumer du crack, je crois même avec un mec du quartier, ou même peut-être un de ses frères, quelqu'un qu'elle connaît, elle va voir son prof en train de fumer du crack. Et c'est alors que commence entre Dan et cette petite fille, cet ado, une espèce d'amitié. Alors certes, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même situation. L'un devrait être le mentor de l'autre, le prof devrait être
l'exemple de l'étudiante, mais dans ce contexte un peu particulier, les deux vont apprendre beaucoup l'un de l'autre. Et c'est un très beau film que Alf Nelson. J'aime pas le nom du film, mais Alf Nelson, ça fait penser à Alf, la peluche alien. C'est un très beau film. En plus, c'est le premier rôle, je crois, de Ryan Gosling. En tout cas, le premier rôle que j'ai vu. Ça, je vous l'ai dit, hein, c'est le premier film que j'ai vu avec lui. Je ne connaissais pas encore, c'est après qu'il est devenu vraiment célèbre. Et on sent que le mec, il avait déjà du potentiel, on sent qu'il est capable de jouer plein de rôles différents. Il est vraiment pas cantonné à un seul rôle, hein. Alors certes, il peut être le beau gosse de service, un peu à la Brad Pitt, parce qu'il a le physique pour, où il va pas beaucoup parler, et du coup, c'est des mini-expressions. Mais il a joué dans les comédies, il a joué dans des films plus noirs, il a joué dans des thrillers. Il pourrait très très bien interpréter un tueur en série, il a joué dans des films un peu plus d'action. Là, il a joué dans le dernier Damien Chazelle, que j'ai pas encore vu. Donc je pense qu'il est vraiment pas l'acteur dans lequel on veut le mettre dans une case, et il correspond pas à toutes ces cases. Je suis un peu étonné, mais le prix, enfin le film, alors que je pensais être le seul à l'avoir aimé, déjà la note presse est de 3,8 sur 5, ce qui semble montrer que la presse a bien aimé, et la note spectateur de 3,4 sur 5, et voilà, c'est à peu près ce que j'aurais donné comme note, moi j'aurais mis 8, et qu'il a reçu 6 prix et 14 nominations quand même. Donc je pensais que c'est un petit film, presque un film un peu underground, presque un film d'auteur, mais pas du tout. A priori, ce que j'ai ressenti en voyant le film, le public partage un peu l'émotion que j'ai eue en voyant ce film, qui est intéressant, qui est différent, et puis ça permet encore de voir Ryan Gosling sous un autre visage. Je pourrais en parler beaucoup plus parce que j'ai livré un peu la trame du scénario. La bande-annonce sera en dessous, et le film c'est Alf Nelson. Le prochain film est Comme des frères, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de trois amis très différents. Alors, on a Boris, qui est l'homme d'affaires accompli. C'est le mec qui a tout réussi, qui a le petit veston cravate avec sa petite mallette. On a Ellie, qui est le beau gosse, plutôt affirmé, plutôt sûr de lui, qui est scénariste noctambule. Et on a Maxime, c'est le dernier, qui a simplement 20 ans, qui est jeune, qui est très candide. C'est un mec qui sort jamais, qui est un peu dans les jupes de sa mère, qui est joué par Pierre Ninet. Ellie, quant à lui, est joué par Nicolas Duvauchel. Et Boris, c'est joué par François-Xavier de Maison. Et je parlais d'une amitié, c'est peut-être pas nécessairement une amitié, parce que, voilà, Maxime, parfois, sera un peu décrié ou un peu moqué, mais en tout cas, ils ont un point en commun, tous ensemble, c'est pas une vraie histoire d'amitié, ils ont un point en commun, réellement une amitié avec une jeune fille qui se nomme Charlie. Alors une amitié un petit peu ambiguë, hein, une amitié peut-être un peu sous forme d'amour, sauf que personne n'a jamais osé le dire, sauf que c'est la copine de la bande depuis toujours et que donc ils n'ont jamais voulu franchir le pas, parce que très certainement ça mettrait fin à l'amitié. Elle se contentait bien de ce rôle, ça lui plaisait bien d'être la muse du groupe, hein, sans pour autant vouloir être la partenaire de l'un d'eux. Sauf que Charlie est morte, et que donc tous les deux, enfin tous les trois, hein, ils sont tous concernés, évidemment se sentent mal dans leur peau, évidemment chacun à leur façon vont vivre le deuil. Et pour rendre hommage à Charlie, et je me demande si c'est pas pour amener les cendres dans son pays natal, en Corse, ils vont décider ensemble de prendre la voiture. C'est pour ça que je disais qu'ils n'étaient pas vraiment potes, ils vont faire voyage ensemble, parce qu'ils se côtoyaient, mais on verra qu'il y a quand même des différences, et qu'ils ne se connaissent pas tous aussi bien que ça. Et je ne vais pas faire preuve de misogynie, j'ai parlé du rôle des garçons, et donc le rôle de Charlie est joué par Mélanie Thierry. Voilà pour ce qui est du casting. Et le film, eh bien, c'est un petit bijou de comédie. Alors, comédie un peu particulière quand même, puisqu'on parle d'une morte. Alors, Charlie, donc, on va la voir, nous, par flashback, mais on va pas la connaître, hein. Je crois pas, hein. Je crois que le film commence et qu'elle est déjà partie. Mais néanmoins, ça reste drôle, ça reste... parce que Charlie aurait voulu que la vie continue. Et donc, ils vont continuer leur vie. Et très certainement qu'elle aurait aimé ce voyage. Je crois qu'ils avaient prévu, quand elle était vivante, d'aller en Corse tous ensemble. C'était un grand projet qu'ils avaient, puis ça n'a pas pu se faire. Et donc, ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On n'y va pas? Finalement, ils vont y aller. Et il y a une répartie avec je sais plus qui c'est, la mère ou la mère de Charlie ou quelqu'un comme ça, une femme plus âgée, à qui ils vont demander, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est une bonne idée?
Et la dame va répondre que c'est une bonne idée qu'on a quand on est jeune et que en ce sens-là, oui, c'est une belle idée, quoi. C'est un truc qu'on fait quand on est jeune, que c'est complètement fou, mais que c'est le genre de choses qu'on fait quand on est jeune et qu'il faut les faire. Donc j'ai bien aimé ce film. Euh, et c'est vrai qu'à mon sens, c'est une comédie. Quand j'en parle, quand j'en ai parlé à des gens, je le vendais un peu comme une comédie, même si évidemment la thématique est particulière. Mais c'est dans le cinéma français, on arrive à faire ça, on arrive à être drôle sur des sujets quand même relativement sensibles. On parle de la mort, on en parle de façon un peu plus gaie et un peu plus colorée. Le film, c'est comme des frères. La bande-annonce, comme d'habitude, sera en dessous. Tout simplement. Pour le prochain film, on quitte un peu les sphères habituelles, le cinéma que l'on connaît, le cinéma occidentaux, pour aller vers la Norvège ou la Finlande. Alors, je ne saurais pas vraiment vous dire si c'est un film norvégien ou finlandais, parce que Allociné n'a pas de fiche sur le film. Il y a bien une fiche sur Sens Critique, mais il n'y en a plus sur Allociné, il n'y en a pas. Je suis un peu étonné, parce que logiquement, je pensais qu'il parlait de tous les films. De quoi ça parle? Eh bien, justement, ça nous parlait de cet univers finlandais, norvégien, puisque ce film va traiter du black metal, ou en tout cas indirectement ou directement. Qu'est-ce que c'est que le black metal? Ça va être complexe. C'est un enfant de la famille du métal, il fait partie de la famille du métal extrême, donc on a eu le métal en gros, on a eu le death metal, qui est plutôt des voix rugueuses, des voix lourdes, avec quelques groupes comme Decide, comme Entomb, comme Grave par exemple, voilà, c'est du death metal. Le black metal, c'est des voix plutôt aiguës. Pour les non-mélomanes, ça ne changerait pas grand-chose. C'est des voix plutôt aiguës, et on pourrait citer Darkthrone, on pourrait citer Mayhem, on pourrait citer Burzum. Donc voilà ce que c'est. Pour les autres, ça reste du bruit. C'est du bruit avec une voix aiguë. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une musique de colère, c'est une musique qui exprime des choses, très souvent avec un sentiment anti-catholique. Sur les pochettes de black metal, on retrouve beaucoup de croix renversées, de pentagrammes. Certains en font un jeu, d'autres sont un peu plus concernés par la chose, puisqu'il y a eu réellement en Norvège, à une certaine époque, des églises qui ont été brûlées. Enfin voilà, il y a des mecs quand même dans ce milieu qui sont réellement barrés. Et là, ça nous parlait de quelque chose d'un peu plus simple, en quelque sorte, d'une jeune fille qui s'appelle Hera, qui vit dans un petit village très rural de l'Islande. Et un jour, alors qu'elle a 12 ans, ils sont à la ferme, je crois, sur un tracteur. Son frère a un accident mortel. Elle voit son frère mourir devant ses yeux. Hera va grandir, évidemment, elle sera complètement bouleversée. Sa famille aussi, son père, enfin voilà, c'est compliqué. Sa mère, enfin la famille. Hein. La famille part un peu en lambeaux. Mais pourtant, ils vont très peu parler de ce sujet. On se rend compte dans ce film qu'il y a une espèce de non-communication entre les trois protagonistes, entre cette jeune fille, le père et la mère. Jamais ils vont reparler réellement de ce qui est arrivé à leur enfant ou à leur frère. Et donc, en grandissant, Hera, eh bien, va avoir besoin, et c'est aussi, d'ailleurs, son frère était dans ce milieu, il écoutait déjà ce type de musique, elle va avoir besoin, comme une catharsis, d'exprimer des choses. Et donc, dans un premier temps, elle va écouter du métal. Puis, forcément, par rapport à sa colère et sa tristesse, elle va aller vers le métal extrême, rencontrer le black metal, pour finalement exorciser tout ça et monter son projet à elle. Elle va s'acheter une guitare, un ampli, elle va commencer un petit peu toute seule à faire une maquette, en s'enregistrant, en chantant, et puis progressivement elle va monter un groupe. Mais ce film ne parle pas du black metal. Il y a eu des documentaires qui ont été faits sur la genèse du mouvement black metal. Là, évidemment, il y aura cette inspiration. Le black metal sera présent, on entendra de nombreux morceaux, notamment des morceaux de bravoure. Surtout quand elle se dépareillera en quelque sorte de sa part de colère, on verra qu'elle a un visage beaucoup plus sensible en fait, tout simplement. Ce film traite du deuil, de la façon qu'on a de faire le deuil. Chacun l'a fait différemment, les parents la font en secret. On peut imaginer le tic-tac d'une horloge. Leur vie, elle est comme ça, ils n'en parlent jamais. Leur garçon est mort, et puis voilà, il y a peut-être une photo quelque part, mais ils n'en parlent pas, c'est secret. Ça veut pas dire qu'ils souffrent pas, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent l'exprimer comme ça. Et Hera a besoin de hurler sa colère. Elle a besoin de montrer à quel point ça l'a profondément bouleversée. Et donc, il faut savoir que le black metal, ils sont maquillés. C'est aussi ce qu'on appelle les corpse paint. Ils se maquillent le visage, et parfois même le corps. C'est aussi une façon de dire qu'elle porte un masque.
et que quand elle est comme ça, eh bien, peut-être qu'elle ressent moins les douleurs d'antan, parce que elle, la vraie raison de faire cette musique-là, c'est qu'elle est triste, qu'elle n'arrive pas à le dire, que dans son petit village autour, on l'écoute pas, à part un prêtre. Et ça, c'est étonnant, il n'y a qu'un film norvégien ou finlandais qui peut le proposer. C'est que le prêtre écoute lui-même du métal. Bon, c'est un truc à peu près... Ça arrive, hein, mais c'est très très rare. Il faut savoir qu'il y a un grand festival métal en France qui s'appelle le Hellfest, et beaucoup de ligues catholiques se liguent contre ce concert, contre ce mouvement, parce qu'effectivement, au Hellfest sont invités des groupes anti-chrétiens qui vont pas hésiter à mettre des croix renversées un peu partout. Donc la relation entre le catholicisme et le black metal, la religion et le métal extrême comme ça, a toujours été négative. Et bien dans ce film, le prêtre écoute peut-être pas du métal extrême, mais il écoute du hard, enfin voilà, c'est très étonnant. Et c'est grâce à lui qu'elle va aller mieux. Et c'est même lui, je crois, qui va dire de faire de la musique, qui va dire oui, c'est une bonne idée, fais-le, dis ce que tu as sur le cœur. Peut-être qu'il sait qu'à terme, ça mènera à autre chose, et c'est comme ça qu'elle va devenir une jeune fille un peu plus épanouie. Donc c'est un très beau film que Metalhead, c'est surprenant, c'est déstabilisant. Sans doute que j'ai aimé parce que moi-même j'écoute du black metal. C'est pas le plus important de ma discographie, mais je suis très éclectique. Ça, c'est le mot qu'il faut sortir en société. Éclectique, je suis éclectique. C'est-à-dire j'écoute un petit peu de tout. Donc je peux écouter la musique classique, mais d'ailleurs la musique classique est très proche du black metal. Il y a vraiment, c'est même peut-être la musique la plus proche de la musique classique. Donc j'écoute un petit peu de tout. Voilà. Donc, je suis passé par le black metal, j'étais à de nombreux concerts, notamment Anorexia Nervosa, qui est un concert mémorable. Alors les gens diraient c'est pas du black metal, non, c'est du black metal nihiliste, parce qu'en plus on a différentes sortes de black metal. On a le black metal suicidal, donc le black metal qui doit vous donner envie de mourir. Mais ce film ne traite pas réellement de ça, comme je disais, il traite du deuil. Et à mon sens, tous les gens qui font du métal extrême, du black, ont des choses à dire plus profondes. Et c'est en ça que ça rend leur musique plus intéressante que les gens formatés qui vont faire de la pop. Eux, on n'a pas besoin d'écrire leurs textes, on n'a pas besoin d'écrire leurs mélodies, ils doivent les cracher à la face du monde. Ils les crachent, c'est pas agréable. C'est pas juste comme ça quelque chose qu'on envoie comme message d'amour, c'est plutôt dire cette haine, cette colère, cette amertume de choses du passé. Et à quelque part, alors là ça va pas plaire s'il y a des gens qui sont métalleux parmi vous, je pense que les gens dans le milieu du métal, parce qu'on voit très souvent qu'ils sont assez gentils, au Hellfest les mecs sont adorables, enfin les filles aussi je veux dire, mais les gens qui vont au Hellfest, Tatiana Ventos par exemple, qui est une youtubeuse que vous connaissez, est fan de black metal. Donc voilà, il me semble qu'elle est plutôt cool comme nana. Moi, je pense que c'est aussi une volonté de ne pas grandir, de rester un petit peu comme ça dans un monde imaginaire où il y a des dragons, où il y a des elfes, où il y a des trolls, où il y a des créatures qu'on ne voit jamais. Et que c'est quelque part pour garder une part d'enfance tout simplement. Ça plairait peut-être pas, hein, les mecs qui vont dire attends, t'as vu mon look, t'as vu... Ouais, mais c'est pas comme ça que je te sers. J'ai l'impression plutôt en toi de voir une âme d'enfant, et c'est plaisant. T'as un univers imaginaire, c'est plaisant quand ça reste dans ce contexte-là, parce que vraiment en Norvège, pendant une époque, ils brûlaient les églises en bois, des belles églises, et là c'est quand même plus triste. Donc le film c'est Metalhead, et la bande-annonce sera en dessous, si j'en trouve une, parce que ce film a priori n'est pas... En tout cas, le ciné ne le connaît pas. La bande-annonce sera en dessous. Pour le prochain film, on revient sur des météos plus nuancées, puisque c'est un film français. Ce film, c'est Un homme à la hauteur, et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Diane, qui est jouée par Virginie Efira. C'est une jolie jeune femme, elle est avocate, tout lui réussit à ce niveau-là. Elle a de l'humour, elle a du charisme, elle a une forte personnalité. Tout pour être heureuse, sauf que son mariage bat de l'aile et que elle est sur la fin. Que ça va plus avec son compagnon, donc ils se séparent. Ils se sont séparés, même je pense, puisque Diane est prête de nouveau à rencontrer l'amour, elle est prête de nouveau à continuer sa vie, et elle cherche potentiellement un partenaire. Vous savez très bien qu'il ne faut pas chercher l'amour, mais qu'elle est prête à accueillir une nouvelle histoire d'amour dans sa vie. Et un jour, elle reçoit le coup de fil d'un homme qui se prénomme Alexandre, et qui a son portable. Alors Diane, je le disais, un peu une forte personnalité, elle aussi un peu excentrique, elle va à 100 à l'heure, elle oublie son portable quelque part, un homme l'appelle, sans doute qu'il devait y avoir un numéro de téléphone fixe dedans, dans le portable. Donc il l'appelle,
et il va dire: «Bah, voilà, j'ai retrouvé le portable, madame», et puis ils vont parler et comme ça va s'engager une conversation, plaisante, où cet homme va montrer beaucoup de d'humour, et où quelque part il va être un peu séducteur sans pour autant l'être. En tout cas, entre Diane et cet homme qui se nomme Alexandre, bah, ça passe bien. Le courant passe bien, voire très bien. Alexandre est courtois, il est drôle, il a de la culture, bref, le genre de truc qui plaît aux femmes. Ah, on va arrêter, hein, ne faites pas genre, c'est le genre de profil qui plaît aux femmes. Seulement voilà, il y a un petit problème. Et si je voulais faire du mauvais humour, je dirais que le petit problème c'est Alexandre, puisqu'effectivement Alexandre est nain sans doute. Enfin voilà, il est de très très petite taille, c'est un nain. Alors évidemment, ça fait bizarre hein, de voir Jean Dujardin en nain, mais ça passe finalement. Alors Diane, évidemment, est un peu étonnée, voire très fortement surprise, mais en même temps, il reste lui-même, quoi. Il est toujours aussi drôle, il est toujours aussi, il va même rire de lui-même, il va oser faire des blagues sur sa taille. Enfin voilà, quoi, elle est un peu déstabilisée et va se poser la question de est-ce qu'elle peut avoir une relation avec un homme qui est plus petit. Parce qu'on a beau dire que quand on aime, on ne compte pas, c'est quand même pas simple d'envisager une relation avec un homme comme ça. Par exemple, si se tient un main dans la rue, eh bien, elle aura peut-être l'impression d'être avec son enfant, et c'est vrai que ça peut donner ce type de comparaison, le regard des autres, hein. Le regard des autres femmes, le regard des autres hommes, qui vont être un peu moqueurs, un peu cyniques. Alors évidemment, il est capable de se défendre, notamment par sa verve, et non pas par sa verve, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est capable de se défendre, mais c'est quand même blessant. Et à terme, ça pourrait mettre à mal leur relation, donc elle va devoir réfléchir à est-ce qu'elle est capable d'assumer un homme comme ça, et est-ce que lui aussi, hein, d'ailleurs, est capable d'aimer une femme si belle, si désirable, est-ce qu'elle va toujours le désirer? Enfin, bref, c'est un peu un mélange de tout ça, mais c'est bien foutu, puisque c'est quand même une comédie française, c'est pas trop racoleur, c'est pas dans le pathos, et je trouve même, à mon sens, ça fait plutôt passer un message positif et optimiste. On ressort du film avec la banane, moi j'ai pas vu de moment trop plombant, évidemment, ça évoquera des vrais problèmes de société par rapport à ça, hein, par rapport à la différence, mais je trouve que c'est bien traité, et donc j'ai bien aimé ce film Un homme à la hauteur, que je place dans les comédies. Euh, je vois que la note presse a été de 2,8 sur 5. Ouais, mais moi je peux comprendre en même temps. Mais moi j'attendais rien de ce film. J'étais voir au cinéma, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc, Jean Dujardin, en homme de petite taille, l'histoire banale, l'histoire d'amour banal, quoi, finalement. Et non, ça passe, c'est bien passé. C'est, ça m'a plu, tout simplement. La note spectateur est de 3,1 sur 5. J'aurais été plus sur ça, sur un petit 7 sur 10. En tout cas, vous pourrez vous en rendre compte par vous-même, la bande-annonce est en dessous, et le film c'est Un homme à la hauteur. Le prochain film est Coup de tête, et pour ce film on va retourner dans le passé, on est en 1979, ne vous inquiétez pas, le film est toujours d'actualité, encore plus que jamais je pense, avec tout, la Coupe du Monde, avec tout ça, puisqu'il va dénoncer avec beaucoup de force le monde du football, et surtout l'hypocrisie du monde du football à mon sens. De quoi ça parle? Ça nous parle de François Perrin, qui est joué par Patrick Devers. Il fait partie d'une équipe de foot, de l'équipe de son village, le Trinquant, et il a un caractère un peu particulier, il a un caractère compliqué. Il est tout à fait capable sur le terrain de se prendre des cartons jaunes, voire des cartons rouges. Et ce jour-là, justement, il va se prendre un carton rouge, je crois. En tout cas, ça va vraiment mal se passer sur le terrain. Le problème, c'est que dans ce petit village, tout est lié, et que le président du club de football, c'est le patron de son usine. Et donc, il va à la fois se faire sortir de son équipe de foot, ça c'est pas dérangeant vraiment en soi, mais aussi virer de son usine. Il se retrouve du jour au lendemain sans rien, et il va commencer un peu forcément une forme d'errance, hein, c'est compliqué pour lui. Il va aller au bistrot, il va aller boire un coup pour oublier un peu les problèmes, il va avoir une altercation avec des mecs du café, puis il va partir, et par la suite, il va être accusé d'un viol. Les gens du village, le président et d'autres va y avoir un viol qui va être commis sur la commune. Ils se disent que le profil idéal, c'est lui. Que par rapport à son caractère, que enfin voilà, comme il l'aime pas, il est le profil idéal, il est le bouc émissaire, et donc François Perrin devient la victime idéale. Alors il va être arrêté, il va être mis en prison, sauf que
l'hypocrisie du monde du football arrive maintenant. Trinquant doivent aller en finale de quelque chose, ou ils sont en demi-finale de quelque chose, d'important, quoi. Ils doivent monter de division. Malheureusement, leur joueur préféré, leur ailier préféré, qui est une tête de con, il faut le dire, le mec un peu beauf, un peu primaire, quoi, va être blessé gravement et du coup il peut plus jouer. Et c'est un petit peu le Mbappé de l'équipe, enfin, c'est le mec qu'on sait qui va marquer, c'est le buteur, c'est lui. Ce qui fait que ils vont réfléchir, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, ils vont proposer des joueurs, mais non, mais lui il est nul, il est nul. Puis il y a un petit vieux qui est là, qui va dire, bah moi je vois bien quelqu'un qui correspond au profil dont on a besoin. C'est un jeune dynamique, c'est un jeune qui a de l'énergie, c'est François Perrin. Alors évidemment le président va dire, bah non, c'est pas possible, non, non, c'est pas possible, c'est un délinquant, c'est un mauvais garçon, et puis en plus il est en prison. Mais finalement, le monde du football étant ce qu'il est, il est plus important de faire ce match que de respecter finalement ce qui se passe pour François Perrin. Ils vont le faire sortir de prison en lui disant c'est un match mon gars, mais après tu y retournes, hein. Tu viens jouer le match avec nous, mais voilà. Il accepte, on voit qu'il a encore cette passion pour le football. En prison, il est en train de jouer au foot avec ses collègues ses collègues quoi, je sais pas comment on peut dire. Avec les autres prisonniers, il est en train de jouer au foot, donc il a encore ça dans le sang. Il accepte, et fruit du hasard, fait du hasard, dans ce match, il va marquer 2 buts. Ce qui évidemment va complètement changer la donne. Il va marquer un premier but sur un contre un peu stupide, on va lui renvoyer la balle et ça va se rebondir sur lui, et hop, le ballon rentre dans les filets. Donc il marque le premier but, et il va marquer le deuxième but de façon un peu plus glorieuse, il va prendre le ballon, il va y aller, il marque le deuxième but. Évidemment, le public exulte, évidemment, les gens autour du club exultent, évidemment, l'entourage du club exulte, il n'y a que le président qui fait un peu la tête, et son entourage très proche, qui se disent « Aïe, là, on est dans la merde ». Parce qu'on entend qu'ils sont tous en train de scander « Perrin, Perrin, Perrin ». Or, il faut qu'il rentre en prison. Alors, ils vont changer un peu les consignes, ils vont dire « Bah non, bon, finalement, de toute façon, on ne peut pas, puis c'est pas un si mauvais garçon que ça ». Donc il va pas aller en prison, il va aller à l'hôtel, on oublie tout, hein, voilà, je raye les mentions inutiles, c'est plus un délinquant, on le sort de prison, c'est devenu un héros, il n'y a pas de problème. Sauf que pour Devers va commencer la vengeance, parce que lui il a quand même été en prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis, parce qu'il n'a pas commis le viol, et donc il va décider à sa façon de se venger. Et ça va commencer ce soir-là, le soir de cette finale, où il va dire bah moi je veux rentrer en prison. Alors la direction va dire bah non, qu'est-ce que tu racontes mon petit, c'est pas la peine, tout est oublié, c'est bon, c'est réglé, je connais le directeur. Non, non, mais c'est important parce que moi à 22h normalement je vais coucher, donc là je suis en retard, le directeur il va gueuler si je suis pas là. Ils vont insister, puis lui aussi. Finalement ils vont l'emmener devant la prison, et Devers va pousser le paroxysme du truc jusqu'à s'accrocher au port de la prison en hurlant « Je veux rentrer, laissez-moi entrer ». Donc, scène culte du film, mais il y aura de nombreuses scènes incroyables dans ce film, que je vous laisserai donc découvrir. Et à mon sens, Coup de tête, c'est la meilleure satire qui a été faite sur le monde du football, bien qu'il y ait évidemment l'arbitre, qui est aussi très intéressant, et qui montre à la fois la démesure des fans, l'hypocrisie de la direction, en tout cas dans ce film, c'est vraiment bien montré, et comment on peut faire de quelqu'un qui était n'importe qui une star, parce qu'il a marqué un but, il devient important. Je l'ai vécu moi-même dans des petits clubs, enfin c'est même pas des clubs, c'était dans une structure hospitalière, et où le mec il marquait, même s'il n'était pas aimé à côté de ça, même si l'entraînement il faisait n'importe quoi, quand il marquait en match, ça devenait la star. C'est le mec que tout le monde, voilà, il y a de quoi prendre le melon, hein. Parce que c'était juste une structure hospitalière, mais tout le monde venait vers lui, waouh c'est génial, après pendant 3 heures dans le bus on en parlait encore. Moi j'avais décroché depuis très longtemps, parce que tout ça, ça me semblait un petit peu éphémère. Même là, alors imaginez quand il y a du budget derrière, quand il y a un business derrière, on sent que c'est clairement un business, hein. Et je pense que jamais il y a eu de films aussi intelligents faits sur l'univers du foot. Alors évidemment, qui plaira peut-être pas à tous les footballeurs qui vont se dire waouh, ça va dépeindre le truc de façon très sinistre, enfin très cynique et noire. Mais en même temps, c'est pas simplement pour dénoncer l'univers du foot. Ça se passe dans l'univers du foot, mais ça reste une comédie noire grinçante, dans tous les cas intéressante, et Devers est un acteur excellent, incroyable. Et ce film tient
en grande partie à lui. C'est simple, je ne vois pas un seul autre acteur qui aurait pu faire ce rôle. J'ai beau chercher, je vois pas. Parce que Devers, il est capable de passer du sourire, d'un sourire enfantin, enfin il était capable, à cette colère froide. Euh, il y a ce côté vraiment sur son visage, il y a quelque chose d'enfantin, et puis en même temps c'est quelqu'un, réellement dans sa vie privée, hein, qui était capable de grande colère. Et puis, je sais pas si vous connaissez un peu sa vie, mais c'était un écorché vif, puisqu'il a terminé ses jours en se tirant une balle dans la tête, a priori devant un miroir, enfin voilà. C'est quelqu'un qui a fait de son cinéma, et qui a fait du cinéma avec ses blessures, et on le retrouve dans beaucoup de ses films, et ses proches disent même que les rôles qu'il a choisis l'ont certainement entraîné vers la mort. Notamment dans ses derniers films, Série Noire, le film le plus noir qu'il a pu faire. Beau-père aussi, qui était très bien, dérangeant, il a eu des rôles, voilà, il a osé. Pour ceux qui sont les moins cinéphiles, Devers, c'est celui qui jouait dans Les Valseuses, avec Gérard Depardieu. Donc il a toujours osé faire du cinéma un peu autrement, il a toujours osé faire du cinéma grinçant, il a toujours osé faire du cinéma qui dérangeait, mais c'est aussi parce que sa personnalité était très clivante. Et malheureusement, de son vivant, même après d'ailleurs, il n'a jamais eu de récompense. Parce que le monde du showbiz, parce que le monde du cinéma l'a rejeté. Il a reçu un prix et un titre posthume par le biais de Jean-Paul Rouve, qui, quand il a gagné son prix, a dit je le dédie à Patrick Devers. Mais malheureusement, cet acteur qui est culte pour une génération tout entière, et même à venir, beaucoup se revendiquent de Devers, comme Cassel. Enfin, beaucoup d'acteurs disent que Devers était pour eux l'un des acteurs les plus importants de son vivant. À un moment, parce qu'il s'est battu avec un journaliste, par exemple, eh bien les médias ont été parler de lui. Et quand il faisait des films, soit il parlait pas du film, soit il ne donnait pas son nom et prénom. Évidemment, quand on est quelqu'un de sensible comme il était, parce qu'il y a une histoire familiale derrière très compliquée, c'est à mon sens impossible à vivre et malheureusement, ça a fait qu'il a été à faire ce qu'il a fait. Donc ce film est incroyable, la musique est incroyable de Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, Les Corons, oui, mais il a fait aussi la musique de Coup de tête. Une musique tendre, innocente, même l'hymne Trinquant, parce que du coup, comme dans toute équipe, ils ont un hymne qui est Allez Trinquant. C'est génial. Quand tu entends ce truc-là, tu l'as en tête pour des semaines et des semaines. Enfin voilà, c'est tout qui marque. Vous tapez coup de tête scène culte sur YouTube, vous verrez que beaucoup de personnes ont fait des montages parce que c'est un film incroyable, parce que Devers était un acteur incroyable, parce que c'est mon acteur préféré, parce qu'il est né le jour, non, il est mort le jour où je suis né. Euh, Pas l'année de naissance, mais on est né on est né le même jour. Je suis né un 16 juillet, il s'est suicidé un 16 juillet. Donc ça fait pour moi, par rapport à cet acteur et sa sensibilité, une relation toute particulière, évidemment. Le film C'est Coup de tête, la bande-annonce sera en dessous. J'en ai parlé longtemps, mais vraiment, Devers, c'est un acteur qu'il faut découvrir. Il y aurait trop de films. Un mauvais fils. Il y aurait trop de films. Il y aurait trop de films à évoquer. Un... La meilleure façon de marcher, pareil, excellent. Enfin voilà. C'était un grand acteur tout simplement, et je vous conseille vraiment de découvrir sa filmographie. C'est pas parce que c'était l'année 70, 80, 80 je sais même pas, 70, que vous ne devez pas connaître Patrick Devers. Il faut absolument découvrir cet acteur incroyable. La bande-annonce sera en dessous si je trouve, ou un extrait du film. Le prochain film est De battre mon cœur s'est arrêté. Et de quoi ça parle? Eh bien ça nous parle de l'histoire de Tom, qui a 28 ans, qui est joué par Romain Duris. Il travaille avec son père, je n'ai plus le nom du père, joué par Niels Arestrup. Et en fait, ils sont dans une espèce d'entreprise d'immobilier véreux. C'est-à-dire qu'ils vont virer les gens de chez eux. Et même parfois, quand il y a des espèces de dysfonctionnements qu'ils vont créer eux-mêmes, ils ne s'intéressent pas tellement à ça, ils ne s'interrogent pas tellement sur les choses. Ils vont aller casser, sortir les gens, enfin voilà. C'est quand même un mauvais garçon, quelque part. Sauf que finalement, il a un secret, ou en tout cas, il y a une part secrète en lui, et qui est aussi liée à ses origines. Sa mère était pianiste, concertiste de grand talent, et en fait, lui aussi aime le piano. Sauf qu'il est dans un univers de gangster, il a un univers plutôt noir, et que du coup, s'il venait à dire je fais du piano, il serait moqué, son père lui dirait mais c'est n'importe quoi, enfin t'es ridicule, jamais tu n'y arriveras.
Et en secret, au secret de tous, hein, de ses amis, de ses camarades, de son père, il va commencer à prendre des cours, comme ça, sans croire en lui vraiment, en se mettant souvent en colère, en étant en colère contre lui-même, avec une petite prof chinoise toute gentille. Et on se rend compte il combat contre lui-même, quoi. Il combat vraiment avec ses démons. Et c'est un film très intéressant. Et surtout inattendu. Je m'attendais pas à ça en lançant le film. C'est un film de Jacques Audiard, ça commence comme un polar noir. Le nom m'interpellait, de battre mon cœur s'est arrêté, c'est un nom qui m'a toujours parlé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ouais, c'est une belle œuvre. C'est un beau moment de cinéma qui parle un peu de la difficulté d'être quand on est dans un milieu, on grandit dans un milieu qui correspond pas vraiment au nôtre en fait. Son père rêve de le voir gangster finalement, ou entrepreneur, mais c'est pas sa vocation. Lui, il rêve d'autre chose, il se rêve autrement, et il y a le fait d'être pianiste, mais peut-être simplement de dire j'ai pas envie d'être comme toi. Je suis pas ce que tu es, tu m'as rendu violent, tu m'as rendu agressif, un peu comme un chien qui défendrait ses acquis, ou ses acquis étant son territoire ou son os, mais je suis autre chose aussi. Je suis un garçon qui aurait pu être aimé par sa mère autrement si elle était encore présente. Peut-être que maman m'aurait protégé, peut-être que j'aurais été. Enfin, il est évident que j'aurais été quelqu'un d'autre. Et donc ce film parle un peu de tout ça, et c'est bien traité, et c'est un beau film. Et donc le film, c'est De battre mon cœur s'est arrêté. La bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Effroyable Jardin. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Lucien, un adolescent de 14 ans qui ne comprend pas son père. Son père, c'est un instituteur, il est respecté, il est sérieux, et pourtant, son truc à lui, c'est de faire le clown. Donc il met bah voilà, la tenue de clown avec le nez rouge et autres, et Lucien n'arrive pas à comprendre. Il est un peu vexé en fait. Il est gêné que son père se comporte comme ça, et un jour, son père André le voit, un peu boudé. Pas son père, l'ami de son père André le voit boudé, et va lui dire écoute, Lucien, faut que je te parle. T'es en train de juger ton père, mais tu juges mal, il faut que je te parle de quelque chose et tu comprendras mieux qui il est. Et c'est alors qu'on va se retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on va redécouvrir finalement André, donc l'ami du père en question, et de Jacques, donc le clown. J'avais pas le prénom, c'est Jacques, son prénom. Et on va comprendre que l'humour, et donc que l'aspect clownesque, va avoir une place importante dans cette époque de leur vie. Voilà, je veux pas trop en dire, parce qu'il y a des éléments que je trouve qu'il faut pas révéler dans ce film. C'est un très beau film qui se passe pendant la guerre, mais qui n'est pas un film de guerre. Néanmoins, il y aura peut-être quelques scènes qui peuvent être dérangeantes. On pourrait presque dire que c'est un film qu'on peut regarder avec des adolescents. Des adolescents, oui, je pense. Des enfants, non. Mais c'est pas un film de guerre, c'est un film sur la guerre. C'est un très beau film. C'est un film de Jean Becker. Donc voilà, si vous connaissez un peu le réalisateur, vous savez quel type de cinéma il propose. En tout cas, pour moi, c'était une vraie et belle surprise. Et la bande-annonce sera en dessous. Et le film, c'est Effroyable Jardin. Le prochain film est Max. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'une petite fille qui se prénomme Max, qui a 6 ans, qui vit avec son père Tony, qui est joué par Joe Star. C'est une espèce de voyou au grand cœur, c'est pas un mec vraiment méchant, enfin voilà, il a des petits coups par-ci par-là, mais il essaie quand même une bonne éducation pour sa fille. Ils vivent avec le grand-père, il y a un autre personnage, alors j'ai pas les noms réellement, donc je sais qu'ils vivent avec quelqu'un plus âgé, qui pourrait être parfois un peu comme un conseiller. Et pour Noël, eh bien en fait, Max, la petite fille, va décider d'offrir un cadeau un peu inhabituel à son papa. C'est une fille. Parce elle va rencontrer sur, je ne sais plus comment, ou par quelle occasion, une fille sur le trottoir. Finalement, c'est plus pour situer, mais Max, évidemment, dans notre univers enfantin, ne le sait pas. Et elle va proposer à cette jeune femme, qui s'appelle Rose, de venir dans la vie de son père. C'est son cadeau de Noël. Elle va proposer que Rose devienne le cadeau pour Tony. Évidemment, la réalité des choses, ça se passe pas comme ça, mais en même temps, Max est une petite fille gentille, sa mère n'est pas là, elle n'est pas présente, et du coup, Tony et Rose vont devoir faire une espèce d'alliance et apprendre tout simplement à cohabiter ensemble. Et j'ai beaucoup aimé ce film, qui fait presque partie de mes comédies préférées, dans un registre tendre. J'ai bien aimé le rôle de Max. Je trouve que la petite fille joue bien, je trouve elle a cette candeur, cette innocence, cette fraîcheur. On croit en son rôle, quoi, quelque part.
J'ai bien aimé le rôle de Mathilde Seigner en fille de joie qui se rêve peut-être d'autre chose, qui s'est toujours rêvé d'autre chose, mais qui n'a jamais eu l'espérance. Et puis Joe Star aussi, qui est très bon dans ce rôle. Euh, Ça lui va bien, je l'ai vu dans des comédies où il en faisait un petit peu trop et c'était pas cool, ou dans des drames. Pour l'instant, j'ai pas vu encore de nos grands rôles. Et bien dans Max, je l'ai vraiment bien aimé. J'aurais même pu parler du grand-père ou du... Mais je sais plus quel rôle vraiment il est dans ce film. En tout cas, voilà, le casting est bien choisi. On passe un moment agréable. Pour moi, c'est une comédie. Et comme je disais, c'est un de mes films coup de cœur, hein, Max. Très souvent, j'en parle. Quand on me dit t'as pas de comédie sympa à me proposer, bah, je pense à ce film-là. Parce que moi, j'ai bien ri, parce que j'ai souri. Parce que j'ai surtout trouvé ça tendre, en fait, l'interaction entre les personnages. Une petite fille comme ça, une rêveuse, qui elle voit l'idée déjà d'offrir un cadeau qui est une femme, c'est amusant, c'est touchant. Et qu'en plus cette femme est une fille des rues, bah, ça donne évidemment l'aspect comique du truc, avec le père qui est un peu bourru. Enfin voilà, tout ça donne une belle, ça donne quelque chose de beau, tout simplement. Je vais dire une belle brochette, mais ça fait un peu bizarre comme terme, mais oui, une belle brochette d'acteurs pour un beau film. Donc la bande-annonce en dessous, et le film c'est Max. Le prochain film est Le Scaphandre et le Papillon. Et de quoi ça nous parle? Eh bien, ça parle de l'histoire vraie de Jean-Dominique Bauby, qui était journaliste, un journaliste de renom, qui était père de 2 enfants, et qui, suite à un accident vasculaire brutal, va être plongé dans un coma profond. Quand il sort du coma, parce qu'il va sortir du coma, toutes ses fonctions motrices vont être détériorées, et il va être atteint d'une maladie qu'on appelle en médecine le locked-in syndrome. C'est-à-dire qu'il ne peut plus parler, il ne peut plus bouger, il ne peut même pas respirer sans aide d'assistance médicale. En fait, la seule chose qu'il peut faire, c'est bouger son œil. Et que son œil va devenir un peu le lien avec le monde, avec les autres. C'est comme ça qu'il va pouvoir interagir. Et pour ce faire, il va mettre en place un code simple qui sera que lorsqu'il clignera des yeux une fois, ça voudra dire oui, et 2 fois, ça voudra dire non. Et progressivement, il va faire évoluer sa méthode de façon à pouvoir communiquer avec le monde. Et il va pouvoir peu à peu former les lettres de l'alphabet, peu à peu former des mots, puis des phrases, puis enfin des pages entières. Et c'est cette communication avec le monde extérieur qui va lui permettre d'écrire son roman Le Scaphandre et le Papillon. Et c'est à ce moment précis, j'ai envie de vous dire, regardez-le, c'est génial. Parce qu'en fait, j'ai du mal avec les conclusions. Parce qu'on est toujours avec des superlatifs, c'est génial, c'est magnifique, c'est sensible, c'est tendre. Et oui, c'est un film qui est magnifique, c'est un film qui est sensible, c'est un film qui est tendre, parce qu'on va être, en tant que spectateur, plongé vraiment dans son univers. On le voit dans la bande-annonce, hein, on comprend comment il perçoit le monde, et c'est une histoire vraie, donc il a réellement écrit son roman de cette façon-là. En plus, c'est un homme qui a connu la vie avant. Il y a des gens qui naissent handicapés, il aurait pu naître comme ça avec ce syndrome, mais là, en l'occurrence, il a vécu une vie avant, il a eu des souvenirs, il sait ce que c'est que de marcher sur une plage, il sait ce que c'est que d'aller à la piscine, enfin voilà, des choses simples de tous les jours, il l'a vécu, il est privé de tout, et donc les mots vont lui permettre d'être un lien quand même avec ce monde qu'il voit un peu perdre. Et en même temps, il y a un message d'espoir, parce qu'il est encore en vie, parce que comme il a le moyen de... Enfin, il a la possibilité d'écrire, il peut quand même dire ce qu'il ressent. Et dans ce film, on a l'impression d'être plongé, en tant que spectateur, à sa place. On vit vraiment de l'intérieur ce qu'il peut ressentir en lui, et c'est en ça que ce film est très beau, très émotionnel. Vous voyez, je retourne sur les superlatifs. C'est nul, mais souvent c'est ça, quoi. Il y a un moment, on ne devrait pas de conclusion, on devrait dire simplement regardez-le. Pour ce faire, la bande-annonce est en dessous, et je le répète encore une fois, regardez-le. Le prochain film est L'Apôtre, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de 2 frères, Hakim et Youssef, qui sont tous deux de tradition musulmane, je ne sais pas comment le dire, je ne veux pas dire que ce sont des musulmans, ce ne sont pas que des musulmans, ce sont tous des êtres humains, mais ils sont tous les deux de confession musulmane. Hakim est promu à un grand avenir en tant que tel, on pense qu'il pourrait être le prochain imam de sa commune, de sa ville, alors que Youssef est quelqu'un de plus dur. De toute façon, c'est pas lui qu'on envisage pour le rôle d'imam. Il y a une scène notamment qui montrera qu'ils ont tous deux une approche très différente, hein, où à la sortie de la mosquée, ils vont rencontrer d'autres musulmans, et Youssef ne va pas serrer la main à l'un d'entre eux.
Et Hakim m'a demandé, mais pourquoi tu l'as pas serré la main? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Youssef dit, alors c'est un apostat, c'est un traître qui a sali l'islam. Parce qu'en fait, l'autre n'est plus musulman, parce qu'il a pris un peu de recul avec sa religion. Et donc Youssef refuse de lui serrer la main, alors qu'Hakim ne comprend pas et il estimera qu'il mérite quand même de son amour, de son amitié. Ils étaient amis avant, il n'y a pas de raison qu'il l'aime plus maintenant. Et un drame va ébranler Hakim, parce que dans la ville où ils sont, il va y avoir un meurtre, et le frère, je crois que c'est le frère d'un prêtre, a été tué, et il va apprendre que le prêtre a pardonné au coupable. Que le prêtre a dit je lui donne mon pardon parce que dans la foi chrétienne, dans la foi catholique, eh bien, on pardonne, et donc je ne lui en veux pas vraiment. Je ne comprends pas son geste, évidemment, mais je ne lui en veux pas. Ça va perturber Hakim, qui va se questionner, qui va voir que son frère est dur, qui va avoir des choses dans sa famille, des traditions. Ça va lui poser question par rapport à ce pardon que donne le prêtre, et progressivement, il va s'interroger sur sa foi et sur sa religion, jusqu'à la remettre en cause. Et donc, pour la première fois de sa vie sans doute, il va rentrer dans une église et va demander au prêtre ce qu'il pense de Jésus, ce qu'il sait de la religion chrétienne. Et le prêtre va dire, qu'est-ce que tu connais de Jésus? Qu'est-ce que tu penses pour toi? D'ailleurs, pour nous, c'est un prophète, mais ça n'est pas ni Dieu ni fils de Dieu, c'est simplement un prophète parmi tant d'autres. Le prêtre va lui apporter des réponses, et puis progressivement, Hakim va commencer à se renseigner davantage, va commencer à étudier la Bible, ou à lire la Bible, puis à étudier la Bible, pour finalement se découvrir une vocation nouvelle, c'est-à-dire qu'il se découvre chrétien. Il se dit qu'il veut épouser Dieu. Alors, il ne veut pas devenir prêtre, mais en tout cas, il veut devenir catholique. Évidemment, de là vont naître des tensions, parce que dans une famille de confession musulmane, lorsque vous dites ce genre de choses, c'est un petit peu comme un aveu, c'est un petit peu comme un coming out, c'est très, très, très mal vécu. Et sa mère, notamment, aura une réaction très particulière, il va le dire de façon intense, parce qu'il a étudié depuis longtemps, il a rencontré des frères à l'église, enfin voilà. Et bien, à un moment, j'ai un grand secret à te dire, c'est un truc super important pour moi, ça m'est précieux. Et donc, il va dire, voilà, je suis devenu chrétien. Et sa mère va être morte de rire, elle va être prise d'un fou rire. Il va comprendre la distance qu'il y a entre eux, entre lui et sa famille. Il va dire, non, mais je suis sérieux. Mais sa mère ne peut pas comprendre. Évidemment, avec son frère, ça va créer une tension encore plus importante, parce que là, ça n'est juste plus possible, et que même avec ce lien filial, tout risque d'être réellement corrompu. Et c'est un très beau film, L'Apôtre. C'est un film qui montre, à mon sens, au-delà de la religion, au-delà de la religion musulmane ou catholique, que ce qui importe vraiment, c'est le cœur d'un homme. Et qu'en l'occurrence, ce n'est pas la foi qui vous habite qui fait de vous un homme meilleur. Dans ce film, ça montre que, bien que tous les deux de tradition musulmane au tout début du film, même si après il y a évolution pour le personnage principal, ils sont très différents, les deux frères. C'est presque Abel et Caïn, quoi, quelque part. Il y en a un qui est bon, qui est bienveillant, qui est généreux, avec qui je pourrais être ami sans problème, et même s'il disait je suis musulman et je suis imam, bah, peut-être que je serais étonné, mais en tout cas j'aurais envie de parler avec lui, c'était quelqu'un avec qui on a envie de partager, et l'autre, on sent une forme de violence, on sent une forme de rejet, et donc le problème, ce n'est pas la religion qu'ils ont en commun, ou même la mère qui est plus, même si elle va moquer son fils, elle est quand même plus douce, plus humaine. Le problème, c'est pas en soi la religion, c'est la façon dont on l'interprète, et aussi donc par extension ce qu'on en fait.